Nous vous proposons d'écouter dans un instant le sociologue Julien Vittorès à la librairie Ombre Blanche, jeudi 13 novembre 2025, pour la parution de son premier livre « La nature à hauteur d'enfant, socialisation écologique et genèse des inégalités » aux éditions La Découverte, d'après sa thèse soutenue en 2023, « La socialisation par la nature, usage des biens naturels et reproduction des rapports sociaux dans l'enfance ». Bien, écoutez, nous allons commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là et surtout merci à Julien Vittorès, qu'on est très heureux d'accueillir à la librairie Ombre Blanche autour de son ouvrage, j'allais dire son dernier ouvrage, non, le premier ouvrage, donc La nature à hauteur d'enfant, édité à La Découverte dans la collection L'Envers des Faits. Vous êtes sociologue, vous enseignez à l'université Sorbonne Paris-Nord, et donc cet ouvrage, La nature à hauteur d'enfant, c'est votre premier livre, et est tiré de votre thèse, d'ailleurs, qui s'intitulait « La socialisation par la nature, usage des biens naturels et reproduction des rapports sociaux dans l'enfance » que vous avez soutenu il y a peu de temps, en fin de compte, en 2023. Oui. Et je dois dire que le sous-titre, d'ailleurs, de l'ouvrage est encore plus intéressant, si je puis dire, puisqu'il reprend un peu, en le raccourcissant, comme a dû dire l'éditeur, il faut raccourcir. Donc, ce sous-titre dit « Socialisation écologique et genèse des inégalités ». Alors, peut-être que pour débuter cette conversation, votre ouvrage qui se lit, je dirais, c'est un ouvrage, comment on va dire, sérieux, évidemment, puisque les ouvrages d'universitaires sont toujours sérieux, mais qui se lit très bien. Il y a un réel effort d'écriture. Je dis ça parce qu'à Ombre Blanche, on parle des livres, mais on les lit aussi en général. Et donc, il y a un réel travail d'écriture qui fait que c'est un livre à la fois, je dirais, profond. Je crois que ça pourra devenir un livre de fond, d'ailleurs, comme l'on dit dans les librairies qui travaillent encore leur fond, et qui se lit remarquablement. Et cet ouvrage nous montre comment, au fond, les enfants s'intéressent à la nature. Et se pose la question de qu'est-ce que cela signifie, notamment pour les enfants urbains et pour les familles aussi concernées. Vous évoquez cette question, on y reviendra. Et donc vous avez effectué une enquête dans des écoles maternelles. On a affaire à des enfants qui ont entre 3 et 6 ans, à la fois une école privée de l'ouest parisien, 2 écoles publiques du nord de Paris, et une qui est dans le rural, on va dire, que vous avez fréquenté, d'ailleurs. Et alors, résultat, si je puis dire, les familles transmettent, selon leur capital culturel et économique, voire géographique, leur vision de la nature aux enfants, et l'école, au fond, ne fait que ancrer ces inégalités. Alors, pour débuter cette conversation, je dirais, on a toujours cette image des enfants qui seraient des petits naturalistes, qui feraient découvrir la nature aux adultes. Alors, qu'est-ce qui vous a, d'une part, conduit à ce travail, d'une part, et je dirais, globalement, qu'est-ce que vous avez voulu exprimer dans cet ouvrage ? Ok, mais merci beaucoup pour l'invitation déjà et pour cette présentation. Sur cette image des enfants comme des petits naturalistes curieux,
prédisposés à s'intéresser, à s'émerveiller devant à la fois les beautés du monde naturel et ses mystères. C'est une image qui est assez présente à la fois dans la philosophie, la littérature, les représentations de l'enfance depuis le 19e siècle, mais aussi dans les travaux de pédagogie ou dans la psychologie du développement contemporaine. Et non pas qu'elle soit absolument infondée, cette image, il y a évidemment de la curiosité chez les enfants, mais la question en tant que sociologue, c'était de se demander vers quoi cette curiosité elle est orientée, à quelles conditions elle peut s'exprimer dans telle ou telle direction, et par ailleurs, ce que les enfants ont l'occasion de découvrir ou d'explorer, pour reprendre un terme qui est très souvent mobilisé pour parler de cette découverte dans l'enfance. Ces conditions d'exploration, elles dépendent de ce qu'on laisse faire ou pas aux enfants, des contextes plus ou moins naturels ou urbains dans lesquels ils évoluent. Et donc, il me semblait qu'il y avait là une série d'évidences à interroger plutôt que de les tenir pour acquises ou pour justement quelque chose qui serait universel et spontané, quoi. Ensuite, plus spécifiquement, si je dois raconter la genèse du questionnement et de l'enquête, en fait, je travaillais dans un mémoire avant de commencer ma thèse sur les visites aux zoos. Parce que en sociologie de l'enfance, en discussion avec des collègues et avec celui qui est devenu mon directeur de thèse, Wilfried Ligné, on s'est rendu compte que, c'est pas nouveau, mais les animaux sont des figures un peu omniprésentes de la culture qui est conçue comme la culture la plus adaptée pour les enfants. C'est-à-dire que pour faire passer des messages aux enfants, on passe par les animaux. Les univers culturels de l'enfance sont, saturés de ces figures animales plus ou moins anthropomorphisées, etc. Et donc, j'étais parti sur une enquête sur le zoo et ses usages sociaux. Pourquoi on amène les enfants voir des animaux ? Comment les enfants les apprécient, les découvrent, etc. Et en fait, un thème qui revenait beaucoup dans les visites, c'était des parents urbains, en l'occurrence, qui me disaient on vient pour leur faire voir la nature, parce que ils en ont pas assez dans leur quotidien. Il y a cette idée qu'il faut aller les mettre. Alors, c'était un certain type de contact, visuel, de l'extérieur, à travers une glace. Il y a l'idée qu'ils sont moins dehors qu'auparavant. Oui, complètement. Ça, c'est une idée qui est pas, là aussi pas complètement infondée. Dans des sociétés urbanisées, de fait, le temps passé dans des espaces végétalisés, dans ce côté exploration un peu des sous-bois ou des espaces, ça a moins de chances d'arriver ou fréquemment pour des enfants qui grandissent en ville. Mais précisément, du coup, toute la question, c'est quelles sont les familles ou les parents qui ont les moyens de mettre au contact ou de favoriser, alors contact avec plein de guillemets, puisque c'est là aussi un des termes piégés, je trouve, dans cette thématisation un peu commune des rapports des enfants à la nature. Cette idée que les bienfaits que les enfants retireraient de la nature et de sa fréquentation viendraient de son simple contact. Et il me semble que le terme est trop générique parce qu'il ne décrit pas bien la diversité des choses qu'on va faire avec la nature ou dans la nature, ou les manières dont on peut se l'approprier ou non, etc. Donc là aussi, c'était un point de départ intéressant, je trouve, pour une enquête de sociologie. Tout à fait, parce que vous montrez bien dans cet ouvrage que dans l'accès à la nature, en quelque sorte, on passe à la fois d'une vision de la nature, au fond, quelles que soient les couches sociales d'ailleurs que vous examinez, idéalisées, en quelque sorte. Et là, la question c'est comment est-ce que les enfants se l'approprient ? Effectivement, donc ça me permet de développer un peu sur des catégories ou des termes qui étaient, omniprésents au début de l'enquête, qui continuent d'être là dans le titre, c'est le terme de nature, qui est en fait un terme assez lourd pour un chercheur en sciences humaines. On ne sait pas trop bien le définir, le délimiter. Il y a des moments pendant ma thèse où je me cassais un peu la tête sur... C'est quoi mon objet de recherche en fait ? Ça semble si évident à tout le monde que les enfants, la nature, c'est un thème, ça fait sens. Mais en fait, en creusant un peu, j'avais l'impression que moi, j'arrivais pas à définir précisément ce dont il était question. Et en fait, précisément, ce que
s'en sort toujours un petit peu comme on peut dans sa réflexion, mais je me suis dit, ce qui est précisément intéressant, c'est que la nature, chacun y voit un peu ce qu'il veut. Enfin, c'est tellement vaste que c'est tellement de choses, en fait. Techniquement, ça englobe potentiellement tout, selon la définition qu'on en donne. Les humains font partie de la nature, etc. Donc, en fait, la question, c'est plutôt quelle nature est valorisée dans quel contexte, pour quels usages, et qu'est-ce que ça permet de faire ou de ne pas faire. Et en l'occurrence, quel type de pratiques sont encouragées pour les enfants quand ils ont l'occasion de faire une promenade en forêt, d'expérimenter des espaces de montagne ou de bord de mer. Et c'est là où on voit, j'allais dire à plein, jouer les différenciations sociales. Puisque tout le monde ne s'approprie pas les espaces dits naturels de la même manière, avec les mêmes, alors pas forcément intentions claires, mais en tout cas avec les mêmes manières de la valoriser, d'y donner du sens. Alors effectivement, on voit dans cet ouvrage ce que j'appellerais la typologie des différents accès à la nature à travers vos enquêtes. Il y a, je pense, on va commencer par cette école, je dirais, privée de l'Ouest parisien, où, c'est dit dans l'ouvrage, alors il y a quelque chose de très intéressant dans cet ouvrage, c'est les dessins d'enfants qui sont mis en valeur, en quelque sorte, et qui montrent un peu comment, à travers la façon de rendre compte, en quelque sorte, de la nature, les enfants, suivant les différentes écoles dans lesquelles vous avez travaillé, montrent justement leur vision, mais on va y revenir un peu plus en détail. Je pense à cette école donc de l'Ouest parisien, où on a des gens à fort capital culturel, comme l'on dit aujourd'hui, et qui ont un rapport, dont les enfants ont un rapport à la nature qui ne va pas être le même que ceux des deux autres écoles que vous avez enquêtées, et où vous dites, par exemple, il y a des enfants qui, déjà très petits, ont été amenés en voyage, ont voyagé à l'étranger, les animaux, ça ne pose pas de problème, et ainsi de suite. Donc là, il y a une appropriation de la nature qui est différente d'autres catégories sociales, puisque là, on est sur, je serais tenté de dire, sur l'upper class, en quelque sorte. Oui, complètement. C'est des familles et des contextes d'existence qui sont marqués par à la fois beaucoup de capital culturel, c'est des parents qui sont très diplômés, mais aussi beaucoup de capital économique. Et du coup, c'est des familles qui sont dotées d'un patrimoine important, qui ont souvent des résidences secondaires. Il y en a qui me disent « Ah, on trouvait qu'on passait pas assez de temps à la montagne, du coup on a acheté une maison dans les Pyrénées ». Ou en tout cas, où la question de l'accès à la nature, il est jamais perçu comme quelque chose d'intrinsèquement problématique. C'est toujours quelque chose qui suppose de s'arranger en quelque sorte. Mais du coup, la diversité des espaces que les enfants ont eu l'occasion de fréquenter à 4 ou 5 ans, elle est déjà très grande. La plupart, quand je leur dis « Ah, vous avez déjà été au bord de la mer ?» Ils disent « Oui, plein de fois, une fois avec un tel, une fois avec un tel, enfin bref. » Ou d'autres, des parents qui me disent « Oui, du coup, on voulait passer plus de temps à la montagne. L'année dernière, il a passé 3 semaines au ski, et puis ça, c'est que l'hiver. » Bref. Donc en gros, c'est pas un constat qui est étonnant. Je ne tombe pas de sa chaise en tant que sociologue à se rendre compte que le capital économique ou le patrimoine, ça permet de faire des choses. Mais en l'occurrence, ça dessine ce que du coup, dans ce premier chapitre, j'appelle une forme d'omnivorisme naturel, en m'appuyant sur un concept de la sociologie des pratiques culturelles, qui énonce que, en gros, aujourd'hui, ce qui est le plus distinctif pour les classes supérieures, la upper class, c'est pas tant uniquement la maîtrise d'une culture légitime, mais une forme d'omnivorisme, c'est-à-dire de capacité à maîtriser un petit peu tout. Et il y a ce côté où, à 5 ans, ces enfants, ils maîtrisent tous les types d'espaces naturels. Ils connaissent très bien la forêt, la montagne. Ils sont allés aux zoos, ils connaissent les animaux. Enfin bref, il y a ce côté, voilà. C'est des thématiques qui leur sont familières, intellectuellement déjà, mais c'est aussi des espaces qui leur sont familiers, dans lesquels ils se sentent à l'aise, etc. Est-ce qu'ils ont l'impression que, si je puis dire, la nature leur appartient ? Il y a en tout cas cette idée qu'elle est facilement appropriable, puisque c'est souvent chez des proches, c'est chez mamie, chez un tel qu'on peut y avoir accès.
Il y a cet exemple où il y a une petite fille qui dit oui, une fois mon papa il était allé chasser dans sa forêt, et donc cette idée qu'on peut avoir sa forêt, en fait c'est quelque chose qui est quand même pas évident du tout à 5 ans, et qui contraste très fortement avec des exemples dont on parlera peut-être un peu plus tard, mais d'enfants qui non seulement ne voient pas vraiment ce dont je parle quand je leur parle de nature, mais quand ils évoquent certains espaces, les perçoivent toujours comme des espaces qui appartiennent à d'autres. On peut y aller à la plage de Corinne. Justement, je voulais vous faire réagir par rapport à ça, mais il y a aussi, je sais plus, j'ai perdu son prénom, mais à qui vous demandez, parce que il y a la méthode que vous avez employée aussi qui est intéressante, de leur dire représentez-moi la nature. Et je pense notamment aux 2 écoles, je dirais, qui sont donc dans l'autre partie, dans le nord de Paris, où effectivement, d'une part, il y a cette image de la plage de Corinne, vous allez nous l'expliquer, et où il y a aussi un autre enfant qui a du mal, quand vous lui dites « dessine-moi la nature », il ne sait pas la dessiner. Il ne sait pas quoi faire, en quelque sorte. Il est un peu perdu. Oui, c'est la méthode des dessins, parmi plein d'autres méthodes, mais c'était une manière d'occasionner surtout un moment où c'est une activité qui est quand même assez commune à l'école maternelle de faire des dessins. Donc je me suis dit ça va pas trop brusquer les enfants. Mais ce que j'avais peut-être sous-estimé, c'est que la simple consigne dont j'étais porteur, le fait de dessiner la nature ou ce qui fait penser à la nature, elle était déjà révélatrice de ces inégalités de compréhension du terme lui-même. Donc avec des enfants très enthousiastes, notamment dans la première école, ou alors les enfants les plus dotés en ressources de l'école du nord de Paris, et qui du coup ont plein de choses à dessiner, et ça se voit dans les dessins qui sont plus fournis d'une certaine manière. Mais on pourrait se dire c'est aussi lié aux capacités de dessin. Ils pourraient juste savoir moins dessiner de choses, mais avoir tout autant d'idées. Mais ce qui est très clair et très perceptible dans les interactions pendant ce moment-là, c'est qu'en fait, il y a des enfants qui sont très incertains de ce qu'ils ont le droit de mettre derrière ce mot de nature, qui sont pas très à l'aise avec ce terme en fait, et qui du coup soit me demandent je peux dessiner ça, est-ce que ça c'est de la nature, soit parfois n'osent pas me dire qu'ils ne savent pas, et du coup je le constate parce qu'ils imitent et ils copient de manière quasiment intégrale les dessins de leurs camarades qui savent quoi répondre. Donc voilà. Et dans ce cadre-là, donc, ces familles, parce que là, vous distinguez plusieurs façons d'être et de se comporter. Donc, la plage de Corinne, c'est quoi ? Expliquez-nous. Oui, donc la plage de Corinne, c'est un peu comme je disais, le contraste le pendant, et c'est ce qui marque le plus l'opposition entre des familles qui sont très dotées en capital économique et celles qui le sont moins, c'est-à-dire les familles les plus précaires des classes populaires. Et là, c'est donc une famille, la mère, elle vit dans des logements sociaux, elle travaille pas, le père est éboueur, et ils ont pas eu l'occasion d'amener les enfants d'eux-mêmes en vacances, ils en ont pas les moyens. Pourtant, la mère explique qu'elle aimerait bien pouvoir les amener en Afrique, voir sa famille, etc. Elle le dit elle-même comme ça. Et pour autant, ces enfants, ils ont eu l'occasion d'aller à 2 reprises à la plage, en bord de mer, notamment parce qu'ils fréquentent une association de quartier d'éducation populaire qui organise des activités l'été, notamment pour les enfants et les familles. Et du coup, elle dit il était très content, son fils Youssouf, et seulement quand ils sont revenus et qu'elle lui en parlait, il disait c'est quand qu'on retourne à la plage de Corinne. Corinne étant du coup celle qui organise l'association, la présidente de l'association. Et ça disait bien à quel point cet accès à cet espace, il était perçu comme exceptionnel. C'est-à-dire, c'est arrivé une fois. C'est pas quelque chose qu'on a fait plein de fois et dont on peut énumérer les choses qu'on y a observées, etc.
C'est un moment d'ailleurs qui était, elle m'explique aussi que c'est un moment qui a été pas évident pour elle parce qu'elle s'est sentie mal à l'aise. Ça, je reviens peut-être pas dans le détail dans le livre, mais en fait, elle explique que elle, par exemple, elle a peur de l'eau, elle sait pas nager et que du coup, elle a pas trop su comment accompagner ses enfants. Donc en fait, elle a laissé les gens de l'association aussi leur montrer ou les accompagner jusqu'au bord de mer. Donc ça, là aussi, ça renforce cette idée que la nature, c'est pas quelque chose qui est évident pour soi dans son contexte proche ou intime dans le cadre familial, mais qui suppose des médiations extérieures. D'ailleurs, il y a un papa alors dans l'école privée de l'Ouest parisien qui dit que, par exemple, une plage bondée, c'est pas la nature. Oui. Oui, et il y a aussi donc là, c'est la plage bondée, c'est pas la nature. Oui, ça c'est quelque chose qui est très présent et que je pense que beaucoup de gens peuvent s'identifier à ce sentiment que la nature, idéalement, c'est quelque chose dans lequel il n'y a pas grand monde, et dès que c'est surfréquenté, ça paraît moins naturel ou moins agréable, parce que ça ne correspond pas à l'expérience qu'on y recherche, qui est cette espèce de face-à-face un peu individuel, de soi versus le monde. Et ça, en fait, ça conduit aussi les parents dans les classes supérieures à faire des hiérarchies et des formes de légitimité inégales aux différents espaces naturels. Les sommets de montagne difficiles d'accès qui demandent de se dépasser pour y arriver. Oui, un côté performance. Où on se retrouve seul face à la vue, c'est quelque chose qui a du sens et on se dit, on est content d'avoir amené nos enfants là-bas, etc. Et ils s'en souviennent, etc. Alors qu'ils relativisent un peu plus l'intérêt éducatif ou de la sortie. Enfin, c'est pas qu'ils le fassent pas non plus, ils vont à la plage, mais ça leur semble moins important ou moins valorisable. Dans les classes populaires aussi, vous analysez, je dirais, la façon dont les enfants vont ou ne vont pas, si je puis dire, dans les parcs et les jardins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, notamment dans les parcs, là c'est dans les classes populaires urbaines. En fait, quand il y a des parcs à disposition, et c'était le cas pas loin de l'école du nord de Paris, ces parcs ils sont utilisés assez fréquemment. Beaucoup de parents en tout cas me disent y avoir accès, y avoir recours le week-end pour des sorties avec les enfants, ou parfois le soir pour croiser les autres enfants de l'école avant de rentrer. C'est des parcs qui sont systématiquement présentés comme des espaces de loisirs et de rencontres, c'est-à-dire des espaces où les enfants vont s'amuser et vont s'amuser entre enfants. Et du coup, c'est des espaces qui sont parfois présentés dans d'autres contextes sociaux comme de la nature urbaine, faute de mieux. Et dans les classes supérieures culturelles, ces parcs, ils donnent l'occasion d'observer des plantes, de cueillir des feuilles, de faire des herbiers à la maison, parce qu'on n'est pas à la campagne, mais on a quand même le parc. Mais dans les classes populaires, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup moins. Par exemple, l'idée de collecter les choses du parc pour les ramener à la maison semble un peu incongrue. Ça va salir, pourquoi faire C'est encore pire dans le rural. Oui. Parce que les enfants collectent des cailloux, on dit bon, allez, ça va, c'est des cailloux. Oui. On remet tout ça dehors, oui. En quelque sorte. Et justement, qu'est-ce que vous avez pu observer entre donc ces classes qui sont urbaines et, j'allais dire, votre école, en quelque sorte. Vous avez été élève. Oui, donc comme je dis dans le livre, je suis retourné en quelque sorte sur les bancs de l'école parce que très concrètement, je me suis assis sur les petites chaises miniatures pour observer les enfants pendant qu'ils faisaient leurs dessins. Mais oui, je suis revenu dans l'école où j'avais fait moi-même ma scolarité en maternelle, donc dans une commune rurale ou une sorte de périurbain rural, parce que c'est pas c'est pas un petit village de 200 habitants, c'est quand même une ville de 6000 habitants, mais dans un contexte qui est très marqué par l'agriculture viticole notamment, et par des espaces forestiers tout autour du village. Enfin, techniquement, au sens de l'INSEE, c'est une ville, mais tout le monde, là où j'ai grandi, appelle ça un village, donc ça fait partie de ces espaces un peu intermédiaires. Mais en tout cas, la nature ou les espaces forestiers, les champs, etc., sont très faciles d'accès. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient surinvestis pour autant. Et là aussi, c'est une manière d'interroger l'idée qui pourrait sembler évidente que la proximité spatiale avec la nature s'accompagne d'une forme de proximité affective et de proximité au sens où on l'investit très fortement.
Et en fait, ça dépend vraiment. Et là, pareil, j'aurais peut-être aimé pouvoir le développer encore un peu plus dans l'ouvrage, mais ça dépend vraiment de... C'est variable, en fait, y compris au sein des classes populaires rurales, selon leur ancrage soit dans le monde agricole, par exemple, qui suppose un certain type de rapport à la nature en tant que outil de subsistance, support de travail, etc., qui parfois conduit à mettre à distance certains usages proprement scolaires ou éducatifs qui peuvent être valorisés par ailleurs par les enseignantes. Mais pour autant... par exemple des familles dans lesquelles le père souvent chasse, développe des rapports à la nature très spécifiques et qui ne sont pas forcément partagés par tout le monde, y compris en contexte rural. Vous expliquez d'ailleurs le cas d'un technicien forestier qui se moque des urbains diplômés. Oui, parce que du coup, j'avais d'une certaine manière beaucoup dans les discours des parents des classes moyennes et supérieures urbaines, de discours sur les ruraux. Ils ont de la chance, eux, ils sont plus près de la nature, on aimerait bien, etc. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est d'avoir le regard croisé de ce père qui déjà, quand je l'interroge sur ses pratiques concrètes d'usage de la nature en famille avec ses enfants ont plein d'usages et de rapports d'appropriation des espaces et des choses environnantes. Son fils pêche pendant qu'on fait l'entretien dans la petite rivière qui passe derrière la maison. Mais du coup, dès que je l'interroge un peu, il me dit, par contre, aller promener le week-end avec les enfants en forêt, il me fait, moi ça va, j'y suis déjà toute la semaine, donc on reste à la maison, on est bien, on regarde la télé. Donc il met à distance un peu cet usage-là. Il dit, ça a du sens que s'il y a d'autres amis qui viennent et qu'on y va avec d'autres enfants et que c'est l'occasion d'une activité collective. Et par ailleurs, quand du coup je conclus l'entretien en lui disant, mais d'après vous, qu'est-ce que la nature apporte à vos enfants ? Qu'est-ce que cette fréquentation qu'ils ont, de fait, ça leur apporte. Et là, je le sens un peu moqueur, et il me regarde, il touche le sol comme ça, parce qu'on est dans le jardin, et il dit « le contact avec l'herbe ». Et c'est évidemment une manière de se moquer, en fait, de l'image qu'il a des urbains, etc. Tout à fait. Alors, il y a quelque chose aussi de très important dans cet ouvrage, c'est la façon dont les enfants, entre eux, je dirais, discutent de la nature. Voire même se moquent entre eux, et comme on dit, ils ne se font pas de cadeaux. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez pu constater à travers, d'une part, l'école de l'Ouest et les écoles beaucoup plus populaires et rurales aussi, dans ce cadre-là? De fait, comme je le disais, il y a des représentations de la nature qui sont quand même assez omniprésentes dans les univers culturels de l'enfance, à la fois dans les histoires, que ce soit les animaux, mais aussi les plantes, les espaces végétaux sont très représentés dans les histoires qui se passent en forêt ou autres. Et de ce point de vue-là, il y a du coup beaucoup de discussions entre enfants qui peuvent porter sur des éléments naturels. Mais ce que j'ai observé, c'est que par exemple, dans l'école du Nord de Paris, j'ai le souvenir de les enfants les plus dotés, donc issus des familles de classe moyenne supérieure, souvent au sein même de l'école, ils discutaient entre eux sur les livres qu'ils avaient à la maison. Et par exemple, ils pouvaient passer un petit moment à discuter d'un livre sur la ferme et les animaux de la ferme en faisant une sorte de petite compétition entre eux de « moi je sais ce que c'est ça, moi je sais ce que c'est ça », etc. Donc on voyait là se déployer un peu ce capital culturel qu'ils étaient en train d'acquérir, c'est-à-dire des connaissances et une sorte d'expertise sur le monde naturel et ce qu'il comprend. Et par ailleurs, c'est des enfants qui du coup se retrouvent assez souvent en situation d'avoir les bonnes réponses dans les moments ordinaires de la vie scolaire à l'école maternelle, parce que l'école maternelle, c'est un moment où, assez logiquement, les enfants entre 3 et 6 ans, comme on disait, ils sont en train d'apprendre à parler. Donc un des enjeux fondamentaux, c'est le vocabulaire. Il n'y a pas que ça, évidemment, à la maternelle, mais toutes les activités sont l'occasion d'un apprentissage du vocabulaire. Et c'est une très bonne chose d'apprendre du vocabulaire à cet âge-là. Seulement, du coup, ça passe souvent par des formes de questions-réponses. Qui peut me dire ce que c'est ça ? Et dans ce petit jeu quotidien, en fait, il y a des enfants qui ont toujours les bonnes réponses. Et notamment sur les animaux, les choses naturelles, les phénomènes naturels, parfois avec des connaissances un peu proto-scientifiques sur comment le monde fonctionne.
et qui du coup soit captent ou bénéficient des gratifications, des louanges, parce que c'est eux qui sont régulièrement félicités. Et parfois, c'est quelque chose de suffisamment acquis dans l'univers de la classe pour que certaines enseignantes se reposent sur eux. Quand elles n'ont pas de réponse, elles vont dire bon, et du coup, Léon, tu sais pas, parce que d'habitude, il donne la bonne réponse, etc. C'est des enfants qu'elles me décrivent à moi, qu'elles me décrivent quand elles m'en parlent, comme très éveillés, stimulés, et en le rapportant explicitement à des pratiques parentales variées, diverses, des occasions de sortie et de découverte. Et c'est des enfants qui parfois corrigent les autres. Et du coup, se sentent légitimes. Ils savent qu'ils savent, en fait. Ils savent qu'ils en savent plus que les autres. Il y a un moment aussi que je ne crois pas que je donne dans le livre, mais une anecdote, c'est une mère, du coup, qui m'explique que sa fille lui parle régulièrement d'une de ses amies dans la classe en disant « elle ne connaît pas beaucoup de mots ». Et c'est une manière très claire pour les enfants à 4 ou 5 ans de sentir leur différence d'expérience. Puis il y a ceux qui confondent. Il y a l'histoire du poney tacheté, oui, que l'on prend pour une vache, et la jeune fille, enfin la petite fille, est moquée. Ouais. Et parce qu'au niveau de la violence symbolique, vous montrez bien que à travers cet apprentissage ou cette découverte de la nature, ça peut être très violent. Oui, alors c'est heureusement pas systématique et quotidien, mais c'est quand même assez récurrent pour que je l'ai observé un certain nombre de fois. C'est-à-dire que dans ces moments où qui sait pas, et parfois c'est même en dehors des moments de sollicitation explicite, parce que là c'est cette petite fille, c'est lors d'une sortie poney qui avait été organisée avec les enfants de grande section de l'école du Nord de Paris. Et au moment où le bus arrive sur le parking de l'espace où ils allaient passer la journée à découvrir les poneys, elle s'exclame en montrant un poney tacheté noir et blanc, oh la vache, parce que ça renvoie à l'image de la vache canonique noire et blanche. Et là, ça devient une sorte de sujet, à nouveau pas méchant, mais une sorte de sujet de plaisanterie entre adultes, entre l'enseignante et une animatrice qui était du centre équestre. Ils disent « Ah, il a pris le poney pour une vache », etc. Et j'ai senti que cette fille était un peu vexée de sentir que sa réponse avait fait rire les adultes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a passé ensuite la journée à essayer de renverser ça en faisant des blagues. En disant, bon, bah, du coup, ça a fait rire les gens, bah, il va falloir que j'essaye de me distinguer en étant drôle. Donc, mais du coup, en étant drôle d'une manière un peu transgressive, c'est-à-dire en disant des gros mots, caca boudin, ou en essayant de héler ceux qui faisaient le tour en calèche, alors que c'était pas le moment, en disant, moi aussi, je vais monter dessus, etc. Et quand, au bout d'un moment, l'enseignante, à la fin de la journée, dit « Bon, aujourd'hui, t'étais un peu difficile », et la gronde un peu sur son comportement, elle dit « Mais vous n'avez pas compris que je rigolais, en fait. » En gros, elle essaye de dire « Mais en fait, j'ai essayé d'être drôle. » Donc, je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'à défaut de briller par son excellence ou ses compétences scolaires, d'une certaine manière, maladroitement, parce que c'est pas rétribué dans l'espace scolaire, mais elle essayait de trouver autre chose, quoi. Il y a aussi un passage, beaucoup de passages intéressants sur les petites filles et les petits garçons et leur façon d'appréhender la nature, justement. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ouais. Bah ça, oui, j'en ai fait un chapitre spécifique parce que dans ma thèse, ça revient à plusieurs moments et je trouvais que dans l'ouvrage, ça méritait un développement spécifique parce que c'est assez transversal pour le coup aux différents milieux sociaux, avec des petites variations de style, parce que c'est pas exactement les mêmes formes de masculinité et de féminité dans tous les espaces sociaux, mais avec cette récurrence d'un constat que dès 4-5 ans, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus le cas à 5-6 ans qu'à 3-4 déjà, donc il y a vraiment, c'est un moment de construction du genre à ces âges-là, quoi, où les stéréotypes s'installent, mais en tout cas où les garçons tendent à de plus en plus jouer ou à s'approprier ou parlent de la nature d'une manière qui met en scène l'appropriation, la compétition
et le fait d'agir sur le monde, notamment avec des outils, des instruments, qui sont très enthousiastes quand l'enseignante sort les pelles, les râteaux pour l'activité de jardinage, se jette dessus de suite, etc. Parce que ça évoque tout un imaginaire aussi, hein, des armes, par exemple, des épées. Le moindre bâton peut servir d'épée pour jouer au duel, etc., à la bagarre, dans leurs termes. Et cette valorisation des choses agonistiques ou d'appropriation, elle contraste. Ça peut arriver très ponctuellement que certaines filles jouent de cette manière, mais les peu de fois où je l'ai observé, c'était entre filles, rarement en allant, j'allais dire, contester le monopole masculin de ces jeux. Et en fait, je l'ai observé une fois, et la plupart du temps, les activités stéréotypiquement féminines, mais empiriquement observées chez les petites filles, portaient plutôt sur soit la valorisation de la douceur ou la beauté des animaux, ou des espaces qui étaient fréquentés, ou de ce qu'on pouvait faire avec les choses naturelles qui étaient reconverties dans des jeux qui reproduisaient l'ordre domestique. Donc c'est cuisiner, faire des potions, donc ça, avec la figure de la sorcière plutôt, mais voilà. Alors, et pour ceux qui ne découvrent pas la nature avec les parents, parce que c'est un point aussi important que vous abordez, je serais tenté de dire que peut l'école, sachant que l'école ne peut pas tout, évidemment, et qu'elle ne va pas remplacer les parents. Ouais. Surtout pas. C'est une question qui est compliquée, et je botte un peu en touche dans la conclusion de l'ouvrage, vous l'avez peut-être remarqué, et depuis quelques semaines... Ce sera une autre thèse. Non, oui. Non, mais quand je botte en touche dans la conclusion, c'est en disant, il y a des super collègues en sciences de l'éducation qui travaillent sur ces questions, allez leur poser la question. Eux, c'est leur boulot de dire quels sont les modèles éducatifs qu'on promeut, et quels sont les pour et les contre. Qu'est-ce que vous avez remarqué, tout simplement. Mais tout simplement, il y a plusieurs choses, effectivement. Premièrement, je trouve très intéressant que ces derniers temps, il y ait plein d'initiatives pédagogiques, éducatives, qui visent à ce que l'école prenne au sérieux cette question de l'accès à la nature et de la découverte de la nature dans la petite enfance. Parce qu'on avait les classes vertes. Ça existe depuis longtemps. Et les classes découvertes. Complètement. Mais bon, on sait parfois que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas le budget, parce que... Souvent c'est ça, il n'y a pas de budget, il y a le plan de Vigipirate, enfin je ne sais plus. Oui, il y a des normes plein de choses qui font que on a l'impression que c'est moins fréquent qu'à une époque, mais peut-être ça revient. Hein. On va voir si ça revient dans les prochaines années. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un engouement autour de l'école dehors et de la classe dehors qui permet du coup de mettre, cette question au cœur des préoccupations éducatives. Mais du coup, je reste toujours un peu embêté parce qu'en tant que sociologue, il y a un côté où je dis il faut que cette question elle soit prise au sérieux, mais qu'elle soit pas une manière de dépolitiser les enjeux éducatifs, parce que le risque c'est de dire justement, comme je le disais tout à l'heure au début de la discussion, on va se contenter de mettre les enfants au contact de la nature et on va laisser la nature faire son travail, avec cette idée qui est aussi très présente que d'une nature éducatrice, la neutralité de la nature qui serait neutre, etc., à détacher des rapports sociaux, etc. Or, du coup, une grosse partie de mon travail montre que la nature, ça peut aussi être un espace dans lequel se reconstruisent des inégalités sociales et de genre, dans lequel, en fait, les expériences qu'on a, elles déterminent les types d'usages qu'on en fait. Bref, du coup, pour moi, là, il y a plusieurs questions. Il y a quelles sont les conditions concrètes dans lesquelles l'école peut avoir ce projet, c'est-à-dire il faut des moyens, parce que ça peut pas juste être quelque chose qu'on dit aux enseignants et enseignantes, prenez le temps organisez-vous, faites des sorties, il suffit d'eux, alors que très souvent il y a beaucoup de bonne volonté, mais pas beaucoup de moyens qui suivent derrière. Et deuxièmement, il y a la question de pour faire quoi et quelles sont les modalités concrètes d'éducation en nature ou auprès de la nature. Et il me semble que les pédagogies contemporaines méritent d'être discutées ou interrogées, et je sais qu'elles font l'objet de plein de discussions au sein par exemple des rencontres là autour de la classe dehors,
entre des styles éducatifs plutôt hérités de la pédagogie freinée ou d'autres formes de pédagogie. En fait, c'est pas exactement la même manière de tenir compte des rapports sociaux, des inégalités. C'est pas exactement la même manière de valoriser l'émancipation de l'enfant, parce qu'on peut dire, on peut valoriser par exemple beaucoup le jeu libre en nature ou la découverte libre de la nature. Mais cette liberté, si elle ne tient pas compte du fait que les enfants ils sont déjà inégaux quand ils arrivent, à mon avis, ça court toujours le risque de masquer les inégalités et de les reproduire. Alors que le travail d'émancipation, dire que la liberté, c'est pas une évidence, c'est quelque chose qui se gagne, qui s'apprend, et que découvrir la nature dans de bonnes conditions, c'est pas quelque chose d'évident. C'est à mon avis un défi pour la suite, quoi. Oui, en fait, le risque, c'est de repeindre en vert un monde inégalitaire, ouais. En quelque sorte. Oui, et de continuer comme avant, si je puis dire. Et dans votre enquête, je dirais les rapports que vous avez entretenus avec les enfants, puisque quand même c'est une enquête qui a duré pas mal de temps, et puis il faut se faire accepter, vous vous êtes vous êtes retrouvés en maternelle en quelque sorte. Je veux dire, comment ça s'est passé avec les enfants ? Oui, c'était une question... j'allais dire, en commençant l'enquête, ça faisait partie des questions que je pouvais avoir sur le plan de la méthode, quelle était la bonne méthode. C'est pour ça que j'ai envisagé plein de méthodes, les dessins, les jeux de cartes. Vous le montrez dans le livre. Oui, le jeu de cartes, c'est bien aussi. Mais en fait, même si j'avais pas fait de dessin et pas de jeu de cartes, ce que j'ai constaté, c'est que c'était pas si difficile d'enquêter auprès d'enfants. Ce qui est le plus compliqué, c'est d'obtenir des autorisations, parce que c'est dans un contexte scolaire où, en fait, et ce qui est légitime, c'est pas évident de se retrouver au quotidien auprès des enfants et de les suivre. Donc ça a pris un peu de temps, mais ensuite, une fois qu'on est accepté dans la salle de classe, alors il y a eu des moments un peu amusants au début. Ils posent des questions. Voilà, il y a les moments un peu amusants au début où ils s'interrogent sur ma présence. Je suis arrivé en disant voilà, je m'intéresse à la nature, à la place que ça prend à l'école, pour justifier ma présence dans ce contexte. À part quelques enfants justement des classes moyennes supérieures qui ont bien noté ça et qui me le ressortaient ensuite régulièrement, la plupart ensuite me redemandaient mais pourquoi t'es là, et faisaient plein d'hypothèses de t'es un maître, non t'es pas un maître, t'es le mari de la maîtresse, bref, j'ai eu le droit à plein de choses comme ça. T'es là pour réparer un ordinateur? Non, parce que je crois que c'est parce que j'avais un pantalon beige ce jour-là et que ça devait faire pantalon de travail. J'ai du papier avec des crayons de couleur et je fais comme vous. Voilà. Non, et du coup, je crois que je suis petit à petit devenu une sorte de figure un peu intermédiaire entre le maître qui nous donne pas de consignes, les personnes qui sont régulièrement présentes, les ATSEM ou les personnels qui accompagnent certains enfants qui ont des besoins spécifiques et qui sont souvent là en classe et qui encadrent les activités, participent. Donc j'étais juste une personne de plus au fond dans le quotidien de la classe. Et les enfants, parfois j'encadrais une activité, donc je leur disais, j'essayais de ne pas exercer une posture d'autorité directe, mais souvent je leur disais attention, la maîtresse elle va pas être contente là si tu continues. Donc j'essayais d'être dans cette posture intermédiaire, quoi, entre à hauteur d'enfant et hauteur d'adulte. Et avec les enseignants, comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé avec les enseignantes, parce que c'était uniquement des enseignantes dans les 3 écoles. J'ai été à chaque fois très bien accueilli. Quelles que soient les catégories sociales. Ouais. En fait, c'est d'une certaine manière le thème est tellement valorisé, en fait, y compris dans la sphère scolaire, etc. Cette question du rapport à la nature des enfants, que j'ai eu quasiment que des félicitations ou des bienveillances. C'est super de travailler là-dessus, etc. Donc j'ai pas eu de résistance à ce niveau-là ou de blocage. Et ensuite, oui, ça s'est bien passé quand j'étais là. Elle voyait que ça se passait bien avec les enfants, que je les mettais pas trop mal à l'aise. Ensuite, je crois que parfois ça les arrangeait bien que je sois là parce que je pouvais fournir un coup de main. C'est-à-dire, ça faisait une personne de plus. Elle me dit, tu peux surveiller la table là-bas pendant que moi je vais m'occuper d'un tel qui a du mal à faire tel exercice. Donc
Donc voilà, c'est une sorte de compromis d'enquête qui est assez pratique en fait. Et avec les parents aussi. Et avec les parents, alors là pour le coup c'était plus variable. J'ai jamais eu de réaction hostile. Là aussi, je travaille sur une thématique qui est pas forcément qui est pas perçue comme dangereuse, mais tout de même ce que j'ai constaté, c'est quand même que les parents avaient plus ou moins d'enthousiasme, notamment les parents des classes moyennes et supérieures diplômés étaient très volontaires pour me rencontrer, si bien qu'au bout d'un moment je devais presque dire c'est bon, là j'en ai assez j'en ai assez rencontré, donc j'ai plus de créneaux, alors qu'en fait j'avais encore des créneaux, mais il fallait que je rencontre aussi d'autres profils. Et notamment dans les classes populaires, j'ai eu beaucoup de situations où les parents étaient volontaires pour me rencontrer, mais ensuite je les sentais soit parfois peu disponibles parce qu'ils avaient des contraintes qui faisaient qu'ils n'arrivaient pas à se libérer, ou alors simplement venaient à l'entretien, mais je les sentais hésitants, souvent hésitantes, plutôt des mères, à avoir peur de ne pas avoir assez de choses à me dire. Et souvent, ça se sent dans les discussions, et on le voit dans certains extraits, à se reprendre elles-mêmes et en me posant des questions à moi. Est-ce que j'ai le droit de dire que ça, c'est la nature ou... Enfin bref, on sentait qu'il y avait une forme d'illégitimité, mais parce que j'incarnais un peu l'école aussi. On voit là aussi ce que veut dire le capital culturel. Oui, complètement. La façon dont les choses se reproduisent, oui. ou ne se reproduisent pas. Votre livre, quand même, pose, peut-être avant, on va continuer un peu et puis on cédera la parole à l'auditoire. Il y a quand même, enfin, à travers cet ouvrage, on sent un regain d'intérêt, si je puis dire, vis-à-vis de la sociologie de l'enfance, parce que c'est un peu novateur, si je puis dire. Ça, c'est bien. Mais je veux dire, c'était des choses dont on ne parlait plus ou peu. Comment on peut l'expliquer ? D'une certaine manière, il y a eu, dans l'histoire des sciences sociales, il y a eu un long moment où l'enfance le moment de l'enfance était utilisé, mobilisé sur le plan théorique pour expliquer ce qu'on voyait chez les adultes, en disant c'est forcément le produit de quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, la socialisation, mais rarement étudiée en tant que telle. Dans les travaux de Pierre Bourdieu, par exemple, l'enfance, elle est souvent mobilisée comme référence sans être forcément au cœur de l'enquête. Mais ça fait effectivement, il y a eu dans la sociologie et l'anthropologie anglo-saxonne depuis les années 90 un regain d'intérêt pour ces questions, tout un courant qui s'appelle les Childhood Studies. Et je dirais que les 10-15 dernières années en France, il y a aussi un regain d'intérêt qu'on voit par exemple à l'ouvrage collectif Enfance de classe, paru il y a 6 ans, coordonné par Bernard Lahire, qu'on voit, moi que j'ai constaté parce que Wilfried Ligné et Julie Pagis organisaient un séminaire de recherche sur les sciences sociales de l'enfance que j'ai suivi et qui m'a donné envie de travailler là-dessus. Bref, oui, du coup je m'inscris complètement dans ce regain d'intérêt, et il y a aujourd'hui beaucoup de thèses en cours en sociologie de l'enfance et de la socialisation primaire. Et peut-être une toute dernière question de ma part. On nous raconte souvent les enfants sauveront la nature. Pardon, j'ai raté. On nous dit souvent les enfants sauveront la nature, puisque nous, on l'a foutu en l'air, si je puis dire, donc il va falloir la sauver. Ouais. Idée reçue, bien évidemment. Ça, oui, c'est une idée reçue que je trouve... En fait, je la trouve problématique à plusieurs niveaux. C'est que souvent, je sentais dans certains entretiens sur la thématique écologique que les parents me disaient « j'ai pas osé leur dire ». En gros, j'ose pas leur en parler parce que ça voudrait leur dire qu'on a flingué. Mais je vois que ces générations-là, ils sont bien mieux. Ils sont bien mieux éduqués que nous. Avec une sorte de, c'est bon, on est rassurés. Ouf, tout va bien. Les enfants aujourd'hui, ils ont conscience d'eux. Alors déjà, ça me semble un peu illusoire. Il y a évidemment des évolutions générationnelles et heureusement sur plein de questions, mais il y a aussi un côté où c'est négliger le fait, d'une, que si on attend à chaque fois la génération suivante, il sera trop tard, et de deux, le fait que
peut-être que la meilleure manière d'influencer, entre guillemets, ce que les enfants vont vouloir être et vouloir faire, c'est aussi changer à l'échelle des générations d'adultes qui, en fait, en tout cas dans la petite enfance, les adultes sont les références constantes des enfants pour construire leurs intérêts, leurs centres d'intérêt, leur représentation du monde. Ils passent leur temps à dire papa s'intéresse à ça, maman s'intéresse à ça, je veux faire comme ci, je veux faire comme ça. Parce qu'il peut y avoir une vision culpabilisatrice de la nature qui leur serait imposée, oui. Si je puis dire. Et il y a un reportage d'une émission de France Culture dont j'ai oublié le nom, mais qui interroge des enfants sur les questions écologiques qui sont un peu plus âgés que ceux que j'ai rencontrés à l'école primaire, et où on entend des enfants dire « Oh, ça va les adultes, toujours nous qu'on doit ramasser les déchets, mais moi j'ai vu mes parents, ils le font pas. Hein. » Donc, et ça me faisait un peu rire ce renversement, quoi, parce qu'il y avait un côté « Oui, bon, bah, c'est toujours les enfants, plus tard, peut-être, si ils sont bien éduqués, etc. » Peut-être que la meilleure chose à faire, c'est d'abord de travailler sur les rapports sociaux, les rapports à la nature dans le monde des adultes, de politiser ces questions, de changer les représentations dominantes, etc., dans un espace qui est social et politique actuel, plutôt que d'espérer une sorte de génération qui magiquement serait complètement différente. Tout à fait, surtout un moment où ça dure depuis longtemps, où les inégalités, en fait, perdurent. Et vont perdurer peut-être. Oui, complètement. Oh. Eh bien, nous allons vous passer la parole. Il suffira de lever le doigt et je ferai circuler le micro. Merci, Julie. Merci. Merci pour votre intervention. Je trouve que le sujet de votre thèse et de votre ouvrage est très original et d'actualité. Vous avez surtout parlé des recherches dans les écoles. Vos recherches, vous les avez surtout menées dans les écoles. Est-ce que vous avez des expériences dans des associations type éducation populaire ? Alors, Merci. Du coup, c'est pas au cœur effectivement de mes observations. J'ai fait quelques observations, en fait, notamment les 2 premières années, d'abord parce que j'étais pas sûr d'avoir accès aux écoles. Donc, en fait, pendant un an et demi, en attendant de commencer mon terrain en milieu scolaire, j'ai commencé en fait une petite enquête sur les associations qui, notamment, portaient des projets de pédagogie par la nature. Donc c'est souvent des associations extrascolaires, des clubs nature qui proposaient à des familles, mais c'était sur la base des familles qui ont les moyens et l'envie souvent. Donc c'était pas vraiment des associations d'éducation populaire. Et j'ai croisé du coup via une animatrice nature en fait une association qui organisait donc non seulement des sorties et des vacances pour certains enfants, mais des sorties l'été régulières dans les parcs pour la découverte de la nature. Mais disons que c'est du coup pas au cœur de mon enquête et je les vois en creux dans certains contextes quand ces structures sont mobilisées, quoi. Oui, pour revenir sur la socialisation à l'environnement, parce que tu développes un peu les différenciations sociales chez les parents, des socialisations écologiques. Est-ce qu'à l'école, justement, parce qu'on parlait de comment l'école, elle pourrait ne pas reproduire d'inégalités tout en utilisant la nature comme support culturel, est-ce que tu as pu remarquer à l'école, étudier un peu la socialisation à l'environnement chez les tout-petits? Est-ce que tu as observé des différences dans les écoles? Enfin, je crois que c'est pas trop développé, mais est-ce que ça, tu as pu le voir? Oui, donc effectivement, la question de la thématisation du rapport à l'environnement en tant que rapport respectueux, de protection, etc., c'est quelque chose qui est très présent non seulement dans les textes aujourd'hui, en fait, les programmes scolaires de l'école maternelle intègrent cette question, et dans les discours des enseignantes, ça faisait partie des choses qu'elles mettaient en avant quand elles avaient organisé des sorties, pas juste de découverte de la nature, mais aussi d'apprentissage de comment la nettoyer, la protéger, des activités de collecte de déchets, etc. Donc il y a plein de petites activités comme ça, mais j'ai perdu le fil de la question. Oui. Alors, ça me semblait être justement une thématique suffisamment consensuelle pour qu'il n'y ait pas de grosse différenciation dans la manière dont c'était appréhendé.
ni en pratique ni dans le discours. Dans les deux cas, c'était à la fois bien se comporter quand on sort en nature, c'est-à-dire la respecter, ne pas s'en saisir de manière trop brutale, et se saisir de chaque occasion de voir des fleurs ou des êtres vivants pour apprendre aux enfants comment il convient d'interagir avec. Et ça j'allais dire, c'est une sorte d'apprentissage scolaire qui est assez commun, une forme d'éducation civique en fait, que j'ai retrouvé dans les 3 écoles. Après, ce qui est différent, c'est que dans les publics de ces 3 écoles, et notamment dans les fractions très dotées en capital économique, il y avait parfois un discours, pour le dire vite, c'était des parents qui étaient de droite et qui pouvaient avoir une sorte de frein en disant « c'est super que l'école leur apprenne à respecter la nature, à protéger la nature, mais alors l'écologie, faut y aller mollo, quoi ». Et donc des parents qui me disent « oui, bon, moi, je sais pas ce que ça veut dire l'écologie, mais oui, c'est super qu'ils apprennent à respecter la nature à l'école, etc. » Donc il y avait un côté, c'est très bien parce que l'école n'en fait pas trop, enfin, du point de vue des parents. Non, du point de vue des enfants, c'est pas quelque chose qui a... Les lycéens, par exemple, ils sont un peu saturés aussi de programmes, dans leurs programmes d'enjeux sur l'environnement. En SES, on fait l'environnement. En anglais, on fait l'environnement. Et du coup, ils ont un rapport un peu, parfois... désinvolte, en mode on n'en peut plus de l'environnement. Okay, ouais. Et du coup, je trouve ça intéressant de voir chez les petits-enfants, où là, c'est de la découverte pour l'instant, mais on pourrait se demander aussi chez les fractions les plus dotées culturellement, non, mais c'est bon, ça, on le sait déjà. Voilà. Ah oui, effectivement, à suivre au-delà de 5 ans. Le problème, c'est aussi comment on le leur présente à travers... l'enseignement et la pédagogie. Et est-ce que là, vous avez noté des différences entre les classes que vous avez enquêtées ou les écoles dans lesquelles vous êtes allés? J'ai pas des différences flagrantes. En tout cas, je pense qu'il doit y avoir, là pour le coup, c'est un effet de peut-être les 3 contextes où j'ai enquêté, où dans les 3 cas... Même dans l'école privée, c'était des enseignantes plutôt jeunes et plutôt intéressées par les questions écolo et plutôt sensibles aux pédagogies alternatives, ou en tout cas à l'idée qu'il ne faut pas se contenter des apprentissages scolaires classiques. Donc de ce point de vue-là, il y avait dans les 3 cas Donc, j'aurais pu, si j'avais fait là aussi une thèse de sciences de l'éducation, chercher à comparer avec d'autres contextes éducatifs qui seraient marqués par des styles éducatifs très différenciés, mais c'est pas au cœur de mon travail du coup. Moi, je voudrais un petit peu rebondir par rapport à ce que Madame a dit tout à l'heure. Je trouve que c'est très pertinent, qu'effectivement, déjà, à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, les élèves travaillent beaucoup sur les questions en rapport avec la nature. Donc, ils arrivent en enseignement supérieur. Ils en ont un peu ras-le-bol, mais quand même, en enseignement supérieur, là, on leur demande de faire. On leur demande de travailler sur des projets concrets. C'est à eux de jouer, c'est à eux de faire. Et heureusement que dans les écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, etc., ils ont eu plein de connaissances, plein d'informations, l'occasion d'expérimenter plein de choses en rapport avec la nature. Et donc, ils arrivent enfin en enseignement supérieur. Et là, ils ont toute la légitimité pour faire. Et même, ils en savent mieux. Ils en savent plus que nous. Et ça, c'est super. En fait, moi, là, j'avais la même question que madame, mais du coup, merci d'avoir répondu. Et c'est vrai qu'effectivement, ayant été au lycée il n'y a pas très très longtemps, c'est vrai que aborder les mêmes thématiques au collège, au lycée, c'est vrai qu'à un moment donné, on se disait, oui, on a compris, ça va mal, et c'était un peu fatigant, mais après, en fait, il y a un moment, on va dire, où il y a... au début, on comprend, puis ça devient fatigant, et puis en fait, on acquiert la connaissance et on l'utilise. Enfin, c'est ancré en nous. Et du coup, c'est vrai que, personnellement, j'ai pas eu l'apprentissage, on va dire, de l'importance de l'écologie quand j'étais toute petite. C'était plutôt collège. Et donc, c'est vrai que si aujourd'hui, il y a plus cette réflexion quand ils sont
plus petits, peut-être que ça les fait réfléchir plus. Enfin, est-ce que les enfants, ils comprenaient que ça allait pas ou... Alors justement, c'est quelque chose qui était assez peu présent, un discours globalisant sur l'état du monde, etc. Parfois, il y avait cette figure de la planète, mais c'était une planète très personnifiée, c'est le petit bonhomme planète, il a des bobos, quoi. Donc c'est comme ça qu'on leur en parlait, en disant « Ah, c'est bien, on fait l'analogie avec, tu vois, c'est comme une vieille dame qui a un peu des problèmes, il faut qu'on en prenne soin. » Donc c'est des figures ou des images qui revenaient parfois dans le discours des adultes, mais très honnêtement, en tout cas moi dans les échanges que j'ai eu avec les enfants, c'est rarement une question qui revenait beaucoup, enfin... ça leur passait un peu au-dessus, quoi. C'était pas ça l'enjeu crucial pour eux, plutôt que de juste s'intéresser à parfois tel animal, il est trop bien, j'aime trop, ou dans telle histoire, il a tel rôle, ou tel élément naturel, on peut faire ça avec. Enfin bref, les idées un peu abstraites qu'on peut avoir sur la nature, la planète, l'écologie, c'était encore des choses assez... les peu de fois où ça arrivait, c'était plutôt des enfants très dotés en capital culturel, qui, en fait, avec aussi un petit côté, on montre qu'on sait des choses d'adultes, en gros. On dit des choses dans des termes qui font bien sentir, oui, c'est important de respecter la vie, parce que si on respire pas, après, avec un discours un peu de je récite quelque chose que j'ai appris dans un documentaire ou que mes parents m'ont dit, quoi. Il me semble que tu as surtout rencontré des mamans d'enfants. Est-ce que quand même tu as eu quelques papas? Je me souviens plus. Et est-ce que du coup, sur le genre, tu as pu observer des volontés de transmission à la nature différentes, du coup, chez les pères et chez les mères? Oui. Alors, j'ai rencontré, je dirais, 2/3 de mères et quand même 1/3 de pères. Mais les entretiens avec les pères étaient plus difficiles à obtenir et à négocier, parce que assez régulièrement, la réponse que j'avais, c'était c'est mon épouse qui va vous en parler. Elle connaît mieux ces questions-là, elle aura plus de choses à vous dire. Donc j'ai eu beaucoup de papas qui bottent en touche, quoi, en gros, sur les questions enfance et nature. Du coup, les cas où j'ai eu des pères, c'est soit parce qu'ils n'ont pas eu le choix, je les ai cornerisés un petit peu, soit parce que c'était des pères qui avaient des rapports à la nature très spécifiques et qui du coup disaient ça a du sens que moi je réponde en tant qu'agriculteur, en tant que chasseur par exemple, j'ai eu plusieurs pères chasseurs, ou en tant que simplement l'un d'entre eux il est dessinateur, mais il est pour le coup, c'est un naturaliste en herbe qui adore regarder des documentaires, savoir plein de choses sur les animaux, etc. depuis tout petit. Donc lui, il avait quelque chose à dire, il avait envie d'en parler. Mais du coup, dans ces cas-là, ce qui ressort effectivement, c'est que les manières... En fait, c'est pas tant dans les volontés exprimées par les parents de transmettre, différencier, que simplement les parents qui reconnaissent que dans leur couple, il y a une répartition genrée des rapports à la nature. Ça pouvait prendre des formes très différentes, là aussi selon les milieux sociaux, parce que c'est pas les mêmes pratiques de nature, mais dans les classes supérieures économiques, ça va être le papa qui est très alpinisme, effort, etc. Et la mère qui dit ah oui, moi je l'accompagne de temps en temps, mais sinon moi j'aime bien m'occuper plutôt du jardin ou profiter au bord du lac quand on est à la montagne, etc. Donc qui est opposée parfois dans le discours une attitude compétitive versus contemplative, en gros, vis-à-vis de la nature. Et dans d'autres contextes, par exemple dans le milieu rural, c'est simplement on a un jardin et c'est papa qui fait la tronçonneuse, qui taille les haies, les arbres, etc. Le travail éprouvant physiquement dans le rapport à l'extérieur, et la mère qui s'occupait plutôt du jardin et des plantes. Et ça, en fait, c'est quelque chose moi je trouve qu'il est important à avoir en tête pour comprendre ces processus de socialisation primaire, et justement la manière dont les enfants s'approprient en fait ce qui est jugé désirable pour un garçon ou pour une fille. C'est-à-dire dans les jeux des enfants, dans leur manière de jouer à faire papa ou maman, etc., il y a une manière de réinvestir des gestes qu'ils ont observés ou qu'ils constatent comme étant plutôt associés au masculin ou au féminin, sans forcément que les parents fassent l'effort explicite de dire toi t'as pas le droit et toi t'as pas le droit. Ce qui faisait que du coup souvent les parents me disaient un peu gênés, oui c'est vrai que nous c'est un peu comme ça, et eux aussi un petit peu genrés, mais on n'a rien fait pour, hein. Ouais, il y a un peu ce côté là que
je parle un peu sur ce paradoxe-là au début du chapitre pour justement interroger les processus qu'il y a derrière. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi je me posais une petite question, c'est que vous avez donc évoqué le respect justement de la planète et de la nature. Dans le cas où les enfants issus de milieux plutôt modestes dans les villes, qui respectent un petit peu moins la nature, déjà on pourrait considérer sûrement, comme vous l'avez évoqué, par un niveau de connaissance qui est moins élevé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi l'associer au fait que, comme vous l'avez évoqué, la nature, ça appartient plutôt à l'autre classe? Est-ce qu'il n'y a pas justement un rejet de l'autre classe Alors, je vois l'idée. Hein. C'est pas explicitement le cas, en tout cas pas à cet âge-là, je dirais. C'est quelque chose qui peut sans doute se construire par la répétition et la mise à distance d'une thématique dans le cours d'une expérience. Mais je dirais qu'à cet âge-là, peut-être que ce qui en germe, c'est l'idée que parfois les injonctions et les normes écologiques, cette morale civique du respect de la nature, c'est quelque chose qui est très scolaire. Et que du coup, si on a le sentiment que l'école, c'est un endroit où on se fait toujours reprendre ou corriger, ça peut être, j'allais dire, la matrice d'une forme d'attitude, en tout cas à minima, pas forcément frontalement hostile, mais en tout cas de mise à distance de ces injonctions. En disant, oui, bah ça va, c'est toujours... en gros... une sorte de disposition de mauvais élève à mettre à distance ce qui est perçu comme une obligation scolaire, quoi. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la sociologie de l'environnement, y compris à l'âge adulte, que le rapport à l'écologie, il est très lié au capital culturel, il est très lié à une certaine manière culturalisée de concevoir, je sais pas moi, les interactions entre les choses du monde, la question de penser les écosystèmes, penser la biodiversité, la planète dans son ensemble, comme c'est des choses qui sont, appréhendé à travers le prisme d'un capital culturel, et ça peut, si ça exerce de manière répétée des formes de violence symbolique, manifester des prises de distance. Mais c'est pas non plus mécanique ou automatique, et il y a aussi dans les classes populaires des formes d'écologie pratique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que par exemple, ça prend parfois des voies. Alors là, c'est plutôt dans les discours des parents, hein, comme je le disais. Donc, j'ai pas sur cette question-là les réponses de qu'est-ce que ça produit chez les enfants, si ce n'est j'allais dire en faisant l'hypothèse que, en tendance, ce qu'on observe, c'est de la reproduction sociale. Mais en tout cas, ce que disent les parents de classes populaires qui font preuve d'une bonne volonté environnementale, c'est retraduire certaines de ces injonctions à l'aune de normes pratiques de la vie quotidienne. C'est-à-dire le côté, bah oui, évidemment, on va faire des économies parce que ça coûte cher de dépenser, d'utiliser trop d'eau et de pas faire attention à l'électricité, donc on va pas gaspiller. Oui, il faut réutiliser les objets, mais parce qu'on a toujours fait ça, etc. Donc en gros, quand la norme écologique, elle se retraduit dans les termes d'une gestion du quotidien et d'une sorte de sens pratique de l'organisation du quotidien, c'est pas forcément aussi clivant que ce rapport entre un truc scolaire et un truc de la vie perso, quoi. Pour rebondir sur ça, moi je pense que justement c'est pour essayer de mettre à distance l'amalgame entre normes scolaires et normes écologiques, que une des pistes c'est peut-être que c'est justement pas que à l'école de jouer ce rôle. Et je pense à un truc tout pratique. Là, à Toulouse, il y a pas longtemps, on nous a distribué des petits bacs de compost. Je sais pas, Et en fait, je me disais, parce que du coup, c'est des gens qui ont fait du porte-à-porte et qui sont venus le distribuer, enfin en tout cas chez moi. Et j'étais avec mes enfants, justement, et en fait, la dame, elle est venue, et elle expliquait à mes enfants, je suis de la mairie de Toulouse, et justement elle a retraduit dans des normes pratiques. En fait, c'est marrant, on trie les déchets, mais c'est aussi pratique parce que ça en met pas partout, et du coup, alors c'était la mairie de Toulouse, donc je sais pas si elles ont trop compris ce que c'est, mais c'est pas l'école qui a apporté des normes, c'est une truc de gestion collective de la ville qui explique que, et je pense que ça peut passer. Et là, pour le coup, je ne sais pas, évidemment, il y aura forcément des
des appropriations différentes selon les milieux sociaux. Mais voilà, si c'est un discours un petit peu... Ça, pour le coup, c'est un discours qui se diffuse bien au-delà de l'école. Par exemple, j'ai un exemple, la mère de Youssouf qui parle de la plage de Corinne, elle explique que sa fille, elle entend beaucoup parler de ces questions à l'école, mais pas que. Aussi, elle dit, il y a un épisode de Peppa Pig où Peppa Pig, il fait le tri, et elle m'en a parlé, elle a dit, pourquoi nous, on fait pas le tri comme dans le dessin animé et du coup, le truc, en l'occurrence, c'est que c'était du coup une sorte de truc où elle s'est sentie très coupable de pas être à la hauteur des normes du dessin animé de sa fille, quoi. Il y avait un côté un peu bon, voilà, ça peut prendre des voies très diverses, effectivement, la diffusion de ces normes écologiques. Pardon, moi c'était juste par rapport à votre parcours scolaire, si jamais vous pouviez. Oui, bien sûr. Du coup, après le bac, j'ai fait une classe préparatoire BL, lettres et sciences sociales. Ensuite, j'ai été à l'ENS et j'ai fait de la sociologie directement, une licence de socio, puis un master de socio. Puis j'ai préparé l'agrégation de SES et j'ai fait ma thèse de sociologie dans la foulée que j'ai finie en 2023. Et voilà. Et maintenant, j'enseigne la sociologie et je viens de sortir le livre. Voilà. Pas d'autres questions? Non. Il ne nous reste plus qu'à remercier Julien Vitores. C'était Julien Vitores, auteur de La nature à hauteur d'enfant, socialisation écologique et jeunesse des inégalités, publié aux éditions La Découverte, lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 13 novembre 2025 et réalisée et mise en onde par Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.